Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Prendre l'avion peut paraître routinier ces temps-ci, mais derrière la voix calme des annonces, l'uniforme soigné et ses bretzels gratuits, se cache un monde rempli de règles cachées et de secrets de l'aviation. Nous vous dévoilons aujourd'hui 20 secrets de l'aviation qui ne sont jamais révélés aux passagers. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Dès que la porte de la cabine se ferme et que l'avion quitte la porte d'embarquement, un surprenant changement d'autorité s'opère. Le commandant de bord devient plus qu'un simple pilote expérimenté, il devient la loi. Les pilotes disposent de pouvoirs spéciaux, ils peuvent infliger des amendes, rédiger des rapports officiels et même arrêter des passagers pour mauvaise conduite. Selon la réglementation aérienne de la plupart des pays, le commandant de bord a pleine autorité sur tout ce qui se passe à bord une fois les portes fermées. Cela signifie qu'il peut maîtriser les passagers turbulents ou décider de dérouter le vol pour des raisons de sécurité ou légales. Si un passager devient physiquement agressif, ignore les règles de sécurité comme marcher pendant les turbulences ou tente de s'approcher du cockpit, le pilote peut intervenir. Il peut demander à l'équipage de le maîtriser à l'aide de colliers de serrage ou d'autres outils. À l'arrivée, la police peut l'attendre avec un rapport officiel signé par le pilote. En fait, les pilotes peuvent recommander des poursuites pénales ou infliger des amendes, ce qui peut entraîner, dans les cas graves, une interdiction de vol, de lourdes sanctions, voire une peine de prison. Ils sont même autorisés à accepter les dernières volontés d'un passager mourant. Numéro 19. Vous êtes-vous déjà senti coincé dans votre siège d'avion, surtout côté couloir, là où l'accoudoir rigide refuse de bouger? Bonne nouvelle, dans de nombreux avions, cet accoudoir fixe cache un bouton secret qui permet de le relever pour plus d'espace et une plus grande liberté de mouvement. Beaucoup de passagers l'ignorent, mais l'accoudoir côté couloir possède souvent un bouton caché en dessous, près de la charnière ou à l'endroit où l'accoudoir rejoint le siège. Cette fonctionnalité est conçue pour la sécurité et l'accessibilité, permettant à l'équipage de créer rapidement plus d'espace ou d'aider les passagers à mobilité réduite. Le bouton est généralement petit et encastré afin d'éviter toute pression accidentelle. En étant assis, touché sous l'accoudoir, vous pourriez trouver un bouton souple et élastique ou un petit levier. Appuyez ou tirez doucement et vous entendrez un clic agréable lorsque l'accoudoir se relève. Tous les avions ne sont pas équipés de cette fonctionnalité et certaines compagnies aériennes la désactivent volontairement. Mais sur de nombreux avions standards à fuselage étroit et large, notamment Boeing et Airbus, cette astuce pratique peut faire toute la différence. Numéro 18. Imaginez, vous vous installez confortablement, ouvrez la pochette plastique soigneusement scellée contenant vos écouteurs de vol et vous vous préparez pour un marathon de films. Ils ont l'air neufs, pliés et scellés. Mais pour réduire les coûts et le gaspillage, certaines compagnies aériennes collectent les écouteurs usagés, les nettoient et les reconditionnent pour les futurs passagers. Ce n'est pas le cas pour toutes les compagnies, surtout pas en classe affaires ni sur les compagnies premium, mais c'est assez courant en classe économique. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont généralement nettoyés. Selon la compagnie, ils peuvent être désinfectés, équipés de nouveaux coussinets en mousse ou soumis à un nettoyage de base. Ensuite, ils sont reconditionnés, souvent dans des sacs thermoscellés qui leur donnent un aspect neuf. Est-ce hygiénique? Généralement oui, mais c'est une idée un peu désagréable, surtout si on ne s'y attendait pas. C'est pourquoi de nombreux voyageurs fréquents apportent leurs propres écouteurs ou investissent dans une bonne paire d'écouteurs anti-bruit. Numéro 17. On dirait un film d'action, mais c'est bien vrai. Dans de nombreux avions commerciaux, il y a une véritable hache dans le cockpit. Non pas pour combattre les pirates de l'air ou repousser les extraterrestres, mais parce que la législation aérienne de pays comme les États-Unis ou d'Europe, FAA et EASA, l'exige. La hache de cockpit est généralement montée derrière le siège du commandant de bord ou du copilote et a une seule fonction, les urgences et la lutte contre les incendies. Si un incendie se déclare derrière un panneau ou qu'une issue de secours est bloquée, la hache peut servir à couper les murs, les plafonds ou les portes bloquées. Certaines haches sont même isolées pour une utilisation en toute sécurité à proximité des câbles électriques ou des panneaux de commande. L'équipage reçoit une formation sur son utilisation et des protocoles stricts s'appliquent. Ce n'est pas une arme, c'est un outil de sécurité, un élément essentiel de l'équipement de secours à bord. Ce qui est fascinant, c'est que malgré tous les systèmes de pointe des avions modernes, cet outil traditionnel a toujours sa place. Pas de découpe laser, pas d'équipement sophistiqué,
Juste une hache robuste avec un manche renforcé, prête à intervenir en cas de besoin. Alors, la prochaine fois que vous volerez et que vous imaginerez vos pilotes tranquillement assis aux commandes, sachez que quelque part à côté d'eux, une petite hache silencieuse les attend, au cas où. Numéro 16. Avez-vous déjà remarqué ce petit trou au bas de votre hublot d'avion? Ce n'est pas un défaut, ni une fissure, ni une erreur de fabrication. Il est censé être là. En réalité, ce petit point est une pièce d'ingénierie astucieuse qui joue un rôle crucial pour votre sécurité en altitude de croisière. On l'appelle trou de purge ou trou d'aération et il est situé dans la vitre centrale du système de hublot à 3 couches que l'on trouve dans la plupart des avions. Et oui, votre hublot d'avion n'est pas une seule pièce de plastique, mais 3. La vitre extérieure qui gère la pression, la vitre intérieure et une couche intermédiaire avec le trou. Alors à quoi sert ce trou mystérieux? 2 choses. Réguler la pression et empêcher la condensation. Il équilibre la pression entre la cabine et l'espace entre les vitres, garantissant que la vitre extérieure absorbe toute la pression. Il empêche également l'accumulation d'humidité et de buée entre les couches. Imaginez-le comme le trou d'aération de la fenêtre de votre salle de bain. Il vous permet de voir clairement même lorsque les conditions changent rapidement. Sans cela, votre vue sur les nuages pourrait être gâchée par le brouillard ou pire, par une vitre fissurée. Numéro 15. Pendant que vous vous endormez dans votre siège en classe économique, avec un oreiller cervical et un masque de sommeil, le personnel de bord se réfugie peut-être dans son propre refuge secret. Sur de nombreux vols long courriers, le personnel de cabine se repose dans des compartiments de couchage cachés, souvent situés au-dessus de la cabine passager ou discrètement dissimulés sous le pont. Ces espaces secrets sont intégrés à des avions gros porteurs comme le Boeing 777, le 787 ou l'Airbus A350. L'accès se fait généralement par une petite porte verrouillée, dissimulée sous forme de meubles de rangement ou de panneaux discrets près de l'office. À l'intérieur, un escalier étroit ou une échelle mène à un espace discret, à mi-chemin entre une cabine de couchage douillette et un vide sanitaire futuriste. On y trouve généralement de 6 à 10 lits superposés avec rideaux d'intimité, oreillers, couvertures et parfois lampes de lecture ou petit écran. Numéro 14. On pourrait s'y attendre, mais dans certains aéroports, on peut voir un fauconnier patrouiller les pistes avec un majestueux oiseau de proie. Pourquoi? Parce que les oiseaux et les réacteurs forment une combinaison dangereuse. Pour éviter les incidents en vol ou les retards coûteux, les aéroports du monde entier ont recours à une solution inhabituelle, des faucons et des éperviers dressés. La collision entre avions et oiseaux, notamment au décollage ou à l'atterrissage, sont plus fréquentes qu'on ne le pense et peuvent mettre la vie en danger. Une seule oie peut détruire une turbine, briser des vitres ou immobiliser un avion. Pensez au célèbre miracle sur l'Hudson causé par des oies. Les faucons n'attaquent pas les autres oiseaux, leur simple présence suffit à les effrayer. Mouettes, pigeons et étourneaux fuient instinctivement à la vue d'un prédateur. Ces oiseaux sont dressés à tourner au-dessus de l'aérodrome, guidés par leur maître à l'aide de sifflets et d'ordres. Le résultat, moins d'oiseaux sur les pistes, un ciel plus sûr et une gestion écologique de la faune. Certains aéroports utilisent également des canons à oiseaux, des dispositifs qui produisent des détonations fortes mais inoffensives pour effrayer les oiseaux. D'autres s'appuient sur des enregistrements de sons de prédateurs, des surfaces réfléchissantes, voire des chiens dressés pour éloigner les vols. Mais rien n'est plus élégant qu'un faucon en plein vol. Numéro 13. C'est l'un des aspects les plus familiers de la démonstration de sécurité, l'explication selon laquelle les masques à oxygène se dégonflent en cas de dépressurisation de la cabine. Mais voici la vérité surprenante. Ces masques ne fournissent de l'oxygène que pendant 12 à 15 minutes. Ça paraît effrayant, non? En fait, ça ne l'est pas. Ce laps de temps correspond exactement au temps dont les pilotes ont besoin pour réagir. Les avions commerciaux volent à une altitude de 10 à 12 km, là où l'air est trop raréfié pour être respiré. Si la pression de la cabine chute soudainement, la priorité des pilotes est de descendre rapidement jusqu'à environ 3000 mètres, où les passagers peuvent à nouveau respirer normalement. Et cet oxygène ne provient pas d'une bouteille, il est généré instantanément par une réaction chimique. Lorsque vous retirez le masque, un mécanisme enflamme un composé, généralement du chlorate de sodium, qui brûle lentement et libère de l'oxygène respirable. Cela vous donne ces 12 à 15 minutes cruciales pendant lesquelles les pilotes, déjà équipés de leur propre réserve d'oxygène, descendent et contactent le contrôle aérien. Numéro 12.
Certaines compagnies aériennes ajoutent une touche de couleur avec des garnitures rouges ou un éclairage violet, mais le bleu reste la couleur classique des sièges. Et ce n'est pas un hasard, c'est un choix stratégique. Le bleu peut paraître apaisant et professionnel, mais il est aussi pratique. Il masque mieux les taches, les rayures et l'usure que des couleurs plus claires comme le blanc ou le gris. Les sièges d'avion sont mis à rude épreuve. Chaque jour, des centaines de passagers renversent des boissons, laissent tomber des miettes et frottent leurs jeans, leur maquillage ou leur bagage contre le tissu. Avec une telle usure constante, les tissus plus légers auraient vite l'air sales et usés. C'est pourquoi le bleu n'est pas seulement sûr, il est aussi durable. Du point de vue de l'entretien, il réduit les nettoyages en profondeur et les remplacements de housses, ce qui permet aux compagnies aériennes de réaliser des économies. De plus, le bleu a un effet psychologique. Il évoque le calme, le contrôle et la fiabilité, exactement ce que l'on recherche lorsque l'on vole à 900 km/h. Numéro 11. C'est l'une des plus grandes idées reçues dans le domaine de l'aviation. La fameuse boîte noire que recherchent les enquêteurs après un accident n'est pas noire du tout. Elle est orange vif. Ce terme désigne deux appareils essentiels, l'enregistreur de données de vol FDR et l'enregistreur de conversation de poste de pilotage CVR. Ces appareils enregistrent les données techniques de vol et les sons du poste de pilotage et sont souvent essentiels pour déterminer la cause d'un accident. Malgré leur nom, ils sont peints en orange fluorescent avec des bandes réfléchissantes pour être plus faciles à repérer dans les épaves, sous l'eau ou sur un terrain accidenté. Le terme boîte noire remonte probablement aux premiers appareils électroniques et aux équipements militaires, souvent logés dans des boîtiers métalliques noirs. Mais en aviation, la visibilité est primordiale. Après un accident, chaque seconde compte pour récupérer les données et un cylindre orange vif est bien plus utile qu'une boîte noire mate. Les boîtes noires modernes sont également équipées de balises sous-marines qui émettent des signaux jusqu'à 30 jours. Elles sont conçues pour résister aux impacts violents, aux incendies et aux pressions extrêmes. Certains modèles flottent même. Numéro 10. Cette tasse de café ou de thé réconfortante pendant votre vol pourrait être moins fraîche que vous ne le pensez. Bien que le chariot à boissons ressemble à un café sur roue, l'eau provient généralement des réservoirs internes de l'avion, souvent loin d'être hygiéniques. Plusieurs enquêtes, dont une menée par l'Agence américaine de protection de l'environnement EPA, ont révélé des résultats inquiétants. Les réservoirs d'eau des avions peuvent abriter des bactéries comme E. coli, des coliformes ou d'autres contaminants. Ces réservoirs sont difficiles d'accès et difficiles à nettoyer en profondeur. Si la fréquence de nettoyage est réglementée, l'application de cette réglementation varie selon les compagnies aériennes. Voici comment cela fonctionne. Au sol, les réservoirs sont remplis par des tuyaux pas toujours propres. Cette eau s'écoule ensuite vers les cafetières, les bouilloires et même les lavabos. Contrairement à l'eau en bouteille scellée servie dans des tasses, l'eau chaude provient souvent directement de ces réservoirs. Et si l'eau bouillante tue les bactéries, la plupart des machines à café à bord n'atteignent pas la température d'ébullition, surtout en cabine pressurisée. Numéro 9. Ce choc lorsque l'avion touche la piste peut sembler être une erreur ou la preuve d'un mauvais pilotage. Mais étonnamment, les atterrissages durs sont parfois délibérés. Dans certaines conditions météorologiques ou sur certaines pistes, un atterrissage ferme est en réalité une mesure de sécurité. L'une des principales raisons est la présence de pistes mouillées ou glissantes causées par la pluie, la neige ou une forte humidité. Celle-ci augmente le risque d'aquaplanage, lorsqu'une fine couche d'eau se forme entre les pneus et le tarmac, réduisant la puissance de freinage, un peu comme une voiture qui dérape sur l'eau. Pour contrer ce phénomène, les pilotes atterrissent fermement afin que les roues fendent l'eau et entrent en contact direct avec la surface. Ce n'est pas confortable, mais c'est assurément plus sûr. Une autre raison est la longueur des pistes. Des aéroports comme Londres City ou New York LaGuardia, avec leurs espaces limités ou leurs approches abruptes, obligent les pilotes à poser le sol brutalement pour ralentir rapidement l'avion. En cas de cisaillement soudain du vent ou de fortes turbulences, un appui ferme de l'avion sur la piste assure un contrôle et une sécurité optimaux. Numéro 8. Avant que les moteurs principaux ne démarrent, avant que l'air frais ne circule dans la cabine et avant même que l'avion ne quitte la porte d'embarquement, un moteur caché tourne déjà, le groupe auxiliaire de puissance APU. Ce petit réacteur, situé dans la queue de l'avion, alimente l'appareil lorsque les moteurs principaux sont éteints, généralement lorsqu'il est stationné à la porte d'embarquement. L'APU gère silencieusement l'éclairage, la climatisation, les systèmes de charge et même le démarrage des moteurs principaux.
La plupart des passagers ignorent son existence. À l'embarquement, vous entendrez peut-être un léger bourdonnement ou une vibration à l'arrière. C'est l'APU qui est à l'œuvre, assurant le bon fonctionnement de l'ensemble avant le décollage. Les moteurs principaux restent éteints au sol car ils sont bruyants, gourmands en carburant et coûteux, tandis que l'APU est plus silencieux et beaucoup plus efficace. Il se déclenche lorsque l'avion est débranché de l'alimentation externe et reste actif jusqu'à ce que les moteurs tournent. Même en plein vol, il sert de secours. En cas de panne moteur ou de panne de courant, l'APU peut réactiver des systèmes critiques comme les instruments de vol et le pressostat de cabine. Numéro 7. Alors que l'avion se prépare à atterrir, l'éclairage de la cabine s'atténue soudainement. L'atmosphère peut sembler relaxante, presque douillette, comme si la compagnie aérienne cherchait à vous endormir. Mais en réalité, tout est question de sécurité et de préparation. Pendant le décollage et l'atterrissage, les parties les plus risquées du vol, l'éclairage est tamisé pour que vos yeux s'habituent à l'obscurité en cas d'urgence. En cas de panne de courant ou d'évacuation rapide, votre vision est déjà partiellement adaptée à la faible luminosité, ce qui peut faire toute la différence en cas de stress intense. C'est comme passer d'un soleil éclatant à une salle de cinéma obscure. Vos yeux ont besoin de temps pour s'adapter. En cas d'urgence, c'est seconde compte. L'éclairage de secours et les bandes de signalisation au sol sont également plus visibles, vous guidant vers la sortie la plus proche. Même les voyageurs expérimentés négligent souvent l'intelligence de ce dispositif de sécurité. C'est un élément subtil mais judicieux de la sécurité aérienne qui peut faire la différence entre le chaos et la maîtrise. Numéro 6. C'est un phénomène auquel peu de passagers pensent, mais qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. Des urgences médicales surviennent lors de vols long courriers. Ce n'est pas un phénomène courant, mais ce n'est certainement pas rare non plus. Chaque année, des dizaines de cas sont signalés dans le monde où des passagers souffrent de graves problèmes de santé en plein vol, souvent dus à des problèmes cardiaques ou à des affections non diagnostiquées. Des vols de 10, 12, voire 18 heures peuvent être très éprouvants. Les avions sont équipés d'une trousse médicale de base et d'un défibrillateur, mais ce ne sont pas des hôpitaux volants. Si une personne tombe gravement malade, le personnel de cabine fait ce qu'il peut. Il arrive qu'un médecin ou un passager ayant suivi une formation médicale soit présent à bord pour l'aider, mais les possibilités sont limitées à 10 600 mètres d'altitude. L'équipage est formé pour gérer ce type de situation avec professionnalisme. Si aucune autre aide n'est possible et qu'un médecin ou le commandant de bord confirme la gravité de l'incident, la situation est gérée discrètement. La plupart du temps, la personne reste à son siège, enveloppée dans une couverture. Si la cabine n'est pas pleine, une rangée vide peut être utilisée pour plus d'intimité. Certaines compagnies aériennes disposent même d'équipements spéciaux ou d'espaces dédiés à ce type de situation, bien que rarement utilisés. Numéro 5. La prochaine fois que vous regarderez par le hublot de l'avion, levez les yeux. Vous remarquerez peut-être un petit triangle noir ou un autocollant en forme de flèche au-dessus de l'un des hublots. Facile à négliger, mais pour l'équipage, c'est un outil important. Ce triangle marque le point d'observation idéal pour inspecter les ailes en vol. Officiellement appelé point d'inspection des ailes, il est placé directement au-dessus d'un hublot et offre une vue dégagée sur l'aile, en particulier les volets, les becs de bord d'attaque et les moteurs. Si les pilotes ou l'équipage suspectent quelque chose d'inhabituel, comme une accumulation de glace, des dommages ou de la fumée, ils sauront exactement quel hublot offre le meilleur point de vue. Il y a généralement 2 de ces marqueurs, un de chaque côté de l'avion, ce qui permet de vérifier discrètement les ailes sans déranger les passagers. Les passionnés d'aviation l'appellent parfois le hublot de William Shatner, d'après l'épisode classique de la 4e dimension où il voit un gremlin sur l'aile. Si son utilité réelle est moins spectaculaire, elle est assurément plus essentielle. Numéro 4. Si vous êtes déjà monté à bord d'un avion et que vous vous êtes assis au-dessus de l'aile, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étrange, un petit crochet ou une boucle métallique sur le dessus de l'aile, généralement près de la sortie de secours. Cela semble anodin, mais en cas d'urgence, cela pourrait sauver des vies. Ce sont des points d'attache pour cordes d'évacuation et ils font partie d'un système d'évacuation rarement utilisé mais essentiel. Lors d'un atterrissage forcé où les passagers doivent sortir par l'aile, la surface peut être glissante, inclinée ou recouverte de carburant ou de débris. C'est pourquoi une corde d'évacuation est dissimulée dans le cadre de la sortie. Lorsque la trappe est ouverte, la corde peut être tirée et attachée au crochet de l'aile. Elle sert de prise solide pour aider les passagers à garder l'équilibre pendant l'évacuation.
Particulièrement utile par mauvais temps, elle est conçue pour être utilisée par l'équipage et les passagers lorsque chaque seconde compte. Numéro 3. Parmi les passagers de votre vol, il pourrait y avoir quelqu'un qui n'est ni un touriste ni un voyageur d'affaires, mais un agent infiltré, un agent de sécurité de l'air. Ces agents de sécurité spécialement formés et armés volent incognito pour protéger l'avion, et leur anonymat est leur meilleure arme. Les agents de sécurité de l'air, aussi appelés agents de sécurité du ciel, sont déployés sur des vols à haut risque, souvent des lignes intérieures ou internationales présentant un niveau de menace élevé. Leur mission consiste à surveiller les comportements suspects, à détecter les menaces et à intervenir si nécessaire en cas de détournement, de terrorisme ou de violence. Ils se fondent parfaitement dans la masse, sans uniforme ni siège assigné, et vous pourriez être assis à côté d'eux sans le savoir. Même les agents de bord ignorent souvent leur présence, sauf si un briefing de sécurité a été organisé à l'avance. Ils sont armés et formés à utiliser leurs armes en toute sécurité dans l'espace exigu et pressurisé d'une cabine, où chaque geste doit être précis. Numéro 2. De nombreux passagers se précipitent à la porte d'embarquement tôt pour réserver un espace au-dessus de leur tête et s'installer rapidement. Mais les voyageurs expérimentés le savent, embarquer en dernier peut être la meilleure décision. Pourquoi? Parce que vous n'embarquez que lorsque c'est nécessaire, ce qui signifie moins de temps entassé à votre siège pendant que les autres passent. En attendant, vous évitez le chaos de l'embarquement et vous accédez directement à votre place. Mieux encore, vous avez une vue complète de la cabine. Si le vol n'est pas complet, vous pourriez repérer une rangée libre ou un meilleur siège. Officiellement, il faut attendre la fermeture des portes pour changer de siège, mais beaucoup d'équipages n'y voient pas d'inconvénient. Autre avantage, embarquer tard permet parfois d'obtenir une étiquette bagage gratuite pour enregistrer son bagage en soute, ce qui vous fait économiser des frais. Moins de monde signifie aussi moins de tout, moins de contacts et moins de risque d'attraper un virus. Numéro 1. En 1971, un homme en costume a embarqué à bord d'un Boeing 727, a détourné l'avion, a exigé 200 000 $ de rançon et s'était lancé en parachute par l'escalier de soute arrière pour ne plus jamais être revu. Vous connaissez peut-être son nom, c'était D.B. Cooper. Son évasion a choqué le pays, déconcerté le FBI et révélé une faille de sécurité importante, l'escalier arrière. Les Boeing 727 plus anciens étaient équipés d'un escalier escamotable à l'arrière qui pouvait être déployé en plein vol. Cooper l'utilisait pour disparaître. La solution? Un dispositif appelé la girouette Cooper, un mécanisme simple mais astucieux installé à l'extérieur de l'avion. Au sol, elle repose à plat pour permettre à l'escalier de fonctionner normalement. Mais en l'air, le vent la fait piloter et le verrouille automatiquement. La FAA a finalement exigé que tous les 727 en soient équipés. Il reste l'une des inventions les plus discrètes en matière de sécurité, tout cela à cause d'un crime non résolu. Connaissiez-vous ces secrets de l'aviation? Et dans quel pays avez-vous déjà voyagé? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.